Benoît Normand, bonjour. Ben, rebonjour. Rebonjour. Oui. On s'est dit bonjour toute la matinée. Oui, aussi. toujours. Tu étais aux nouvelles. C'est comme ça, oui. Bref, dernier débat, celui de Oui. Charlemagne. Voilà. Donc, on va saluer nos deux candidates qui se sont présentées, puis on apprécie énormément. D'abord, celle qui a pigé le numéro 1, Béritane Heurdet, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc, qui Merci se présente pour le l'invitation. Bloc québécois. Elle vient du communautaire principalement, travailler dans beaucoup de dossiers aussi, très politiques aussi, très politisés, dans des dossiers d'immigration, entre autres. Hein? Oui. Donc, très, très présente. Donc, merci d'être là. Merci à vous pour Et l'invitation. merci à Sherry Romanado, députée depuis 2015, députée libérale dans Charlemagne, qui, elle, a une formation en administration, si je ne m'abuse, et qui a travaillé longtemps au Collège Champlain, entre autres, qui a travaillé aussi dans les milieux universitaires, dans les milieux de l'éducation supérieure. Merci d'être là. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Alors, un premier débat, Mme Romanado, on va juste vous demander de mieux placer votre micro, qu'on puisse bien vous entendre. Là. Donc, j'ai oublié de faire mon petit laïus du départ. C'est comme quand vous faites une prière, un peu, Oui. hein, OK. à une main du micro, tout simplement. OK. Voilà. Benoît Normand. Oui. Donc, on permet donc à nos deux candidates de se présenter à la population. Et elles ont 1 minute chacune pour le faire. exactement. Et je serai le gardien du temps lors de ce débat. Donc, j'indiquerai à Mme Romanado et Mme Heurdet à chaque fois qu'elles ont Oui. 1 minute. De façon subtile. Vous ne l'entendrez pas à la Voilà. radio, comme elle ne dira pas 15 secondes. Non. Là, semble-t-il que ça ébranle un peu. Donc, on va dire les colonnes du temple. Voilà. Non, mais il y aura un geste subtil qui va faire en Exactement. sorte que... Et comme je dis toujours si bien, on permet aux gens d'exprimer leur idée. On n'est pas vraiment là... On n'est pas à la seconde près. On Oui. ne coupera pas les micros. Ni l'électricité. Non, voilà. Donc, soyez-en informés. On commence avec Mme Heurdet, qui, elle, a pigé le numéro 1, qui décide de profiter de ce numéro 1 pour s'exprimer en premier. Allez-y, on vous écoute. Parlez-nous de vous. Présentez-vous à la population de Charlemagne. Donc, bonjour, je suis née au Québec et je suis originaire de Longueuil-Charlemagne. Je suis diplômée en sciences politiques de l'Université Concordia. Je suis un peu tombée dans la potion magique. De ma famille, je suis très politisée. Mon père a fondé la Fondation Kurde du Québec en 1995. Et puis moi, j'ai siégé sur le comité de femmes et le comité de jeunesse. Et puis j'ai fait du réseautage avec le Parti québécois et le Bloc québécois à travers la Fondation. Mais j'ai également été porte-parole pour la Fondation Kurde. J'ai également été chargée de projet à la MRC de Pierre de Sorel en immigration. Dans le fond, j'ai créé leur plan d'action. J'ai mené à terme mon contrat et j'ai pu également gérer des subventions durant ce travail-là. D'ailleurs, j'ai également fait beaucoup de travail communautaire par la suite. Et en même temps, j'ai ouvert mon bureau en immigration. Donc, je me suis occupée de dossiers de résidence permanente et de demandeurs d'asile. Vous pouvez continuer. C'est bon? Vous pouvez compléter votre Le idée, geste il n'y a était pas de problème. subtil, était trop subtil. Trop subtil. Non, mais je ne voulais pas prendre trop de temps. Non, Donc, non. j'ai fait quand même beaucoup de travail communautaire et je suis proche du terrain et des citoyens. Voilà, donc Béritane Heurdet, qui est la candidate du Bloc québécois dans Charlemagne. On écoute maintenant la candidate libérale, Sherry Romanado. On vous écoute. Merci beaucoup pour l'invitation, Charles et Benoît. Donc, je suis Sherry Romanado, résidente de Longueuil-Charlemagne. Je suis née dans le comté. Il me fait un plaisir de représenter le comté de Longueuil-Charlemagne depuis 2015. Je suis mère de 2 fils qui servent présentement dans les Forces armées canadiennes, ainsi que mère de 2 petits-fils qui est tout nouveau depuis les dernières élections. Je suis une femme très engagée. Je suis une femme très présente sur le terrain. J'ai travaillé sur les dossiers spécifiquement avec la mairesse ainsi que les députés provinciaux pour trouver les façons d'adresser les enjeux ici à Longueuil-Charlemagne. Je travaille aussi comme secrétaire parlementaire à plusieurs ministres depuis 10 ans, ainsi que leader adjoint du gouvernement pendant 2 ans. Donc, ça me fait plaisir d'être ici, à l'écoute, puis je salue la présence de Mme Heurdet de mettre sa main pour présenter aux élections. Pareillement. Voilà, donc, débat qui commence maintenant. On commence avec Mme Heurdet. Première question qui traite d'infrastructures municipales. Benoît Normand, on t'écoute. Oui, parce que la Ville de Longueuil a estimé qu'elle devra investir au moins 2 milliards de dollars dans les 10 prochaines années en infrastructures de gestion des eaux
Alors, je vous pose la question, Mme Hurdet, de quelle manière le gouvernement fédéral devrait intervenir pour aider les villes? Si je ne me trompe pas, en fait, c'est 3 milliards, donc c'est quand même un chiffre très élevé. C'est juste pour Longueuil. Nous, au Bloc québécois, on propose 1,5 milliard dans les infrastructures nécessaires pour justement l'eau usagée et également une hausse de 50 des sommes allouées au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Et nous voulons aussi un programme de réassurance puisque c'est un enjeu à Longueuil. Là, donc, on veut aller supporter les familles qui sont affectées par les luttes au changement climatique. Quand on parle d'infrastructure, c'est difficile de ne pas parler de logement abordable et des changements climatiques. C'est vraiment des sujets qui se rejoignent. C'est un peu comme une poupée russe. Là. On ne peut pas les séparer l'un de l'autre. Et donc, on voudrait venir soutenir ces infrastructures-là avec des transferts sans condition vers la province du Québec, qui est unanime d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Donc, nous voulons un transfert sans condition du gouvernement fédéral et c'est ce que nous proposons pour les infrastructures. Et nous proposons également 7 milliards dans le logement social et communautaire. Encore une fois, c'est unanime à l'Assemblée nationale. Berthe-Anne Hurdet du Bloc québécois. Merci. La question maintenant s'adresse aussi à la députée Sherry Romanado. On vous écoute. Merci beaucoup pour la question. Oui, effectivement, il y a plusieurs villes au Québec. Je pense que le Québec est plus affecté par le manque d'investissement majeur dans l'infrastructure, incluant les égouts et le traitement d'eau. Je sais qu'on a visité avec le ministre à l'époque, le ministre Dominique Leblanc, Île Charon, le centre de traitement d'eau avec la mairesse pour voir l'état de la situation. Et c'est sûr, il y a un rôle à jouer, le fédéral, mais aussi c'est les 3 paliers de gouvernement qui doivent faire la part. On ne peut pas faire des transferts directs aux municipalités parce qu'il y a le M30 qui est c'est une loi provinciale, donc on ne peut pas donner directement aux municipalités. Mais c'est sûr, il y a une place à jouer. On a déjà abordé un montant pour le Québec, puis on va continuer de travailler en collaboration avec le Québec ainsi que la ville pour voir ce qu'on peut le faire. Voilà, merci, Mme Romanado. Maintenant, vous pouvez vous échanger là-dessus. Donc, on vous invite à le faire si vous avez des questions à poser à l'autre candidate. Ou sinon, on a une question pour relancer aussi, je pense, Benoît, à ce sujet-là. Donc, allez-y si vous vous sentez inspiré. Sinon, on vous relance tout simplement. Bien, dans le fond, au Bloc, on veut vraiment un transfert sans condition vers la province. C'est ce qui vous différencie les deux. C'est ça. Donc, on respecte les paliers au Bloc québécois, puis on demande vraiment un transfert sans condition qui, d'ailleurs, c'est assuré par la Constitution. Donc, on veut un transfert sans condition. C'est unanime à l'Assemblée nationale. Il faut donner cet argent au Québec pour que le Québec puisse gérer ses propres enjeux et l'envoyer aux municipalités qui en ont besoin. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu pour nous. Et on ne comprend pas pourquoi le gouvernement fédéral ne veut pas faire ça et décide de se dédoubler. Donc, dédouble les programmes de subvention de Québec au lieu de venir faire un transfert qui aiderait, qui ne diviserait pas l'argent et qui serait vraiment plus... il y aurait plus de substance là, il y aurait plus d'argent là. Donc, on veut vraiment un transfert sans condition. Vous en pensez quoi, Mme Romanado? Mais c'est sûr, les contribuables veulent absolument avoir des conditions. Quand on a des transferts, il y a des exigences. On pense que, écoute, on paie nos taxes, on veut voir les résultats, puis on est dans une négociation avec le Québec. Argent. Donc, le Québec et le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada sont en négociation pour les sommes. On travaille en 3 collaborations. Quand le premier ministre du Québec a des discussions à faire, il fait directement avec le premier ministre du Canada. Collaboration. Donc, il y a toujours, on a signé des ententes, on a signé une entente historique, la seule province qui a signé une entente avec nous pour les logements. On a mis 900 millions dans le programme, puis le Québec a mis un autre 900 millions. Donc, c'était historique en termes de collaboration pour créer des logements ici au Québec. Donc, on travaille avec le Québec, le gouvernement fédéral est à la table avec le Québec, on continue les conversations, puis dès qu'on a des projets de la ville, moi, je fais les interventions avec mes homologues au provincial, ainsi avec mes amis au cabinet pour avoir le plus que possible pour Longueuil.
Absolument pas. À l'Assemblée nationale, c'est unanime. On veut des transferts sans condition. Puis ça, c'est en santé, ça, c'est en logement, ça, c'est en infrastructure, ça, c'est dans plein de domaines, on demande des transferts. C'est notre argent, vous l'avez si bien dit, c'est nos impôts et nos taxes. Pourquoi est-ce qu'il y a des conditions imposées? On n'est pas un enfant. Le Québec n'est pas un enfant. On gère déjà nos impôts, on gère déjà notre santé, on gère déjà notre éducation. C'est des compétences provinciales. Donc, on demande un transfert sans condition. C'est aussi simple que ça. C'est au Québec de gérer tout ça. Les conditions, ce sera le Québec qui les mettra en place. Quand ça vient au logement également, le fédéral décide de dédoubler les efforts de Québec, ce qui, en fait, entrave aux efforts du Québec en termes de logement. Pourquoi pas juste donner l'argent, puis le Québec décidera comment on va gérer l'argent. C'est ça, en fait, le problème. Là. Il y a vraiment une différence de vision là. Les dédoublements font en sorte que c'est difficile d'aller amalgamer tous ces efforts-là parce que souvent, puis j'ai parlé à beaucoup d'organismes là, communautaires et qui me disent que ben là, il faut qu'il aille chercher une subvention fédérale, mais là, le fédéral demande qu'il y ait une autre subvention du provincial pour le compléter. Puis là, finalement, ils n'arrivent pas à bout parce que ça se complète finalement pas. Il y a beaucoup de conditions. Bon. Les organismes n'ont pas ces ressources-là pour faire face à toutes ces conditions-là. À vous dire, Mme Herdé, donc on retient de l'argent alors que vous, ben, vous dites qu'il faut prendre le temps. Est-ce qu'il n'existerait pas une voie rapide entre les deux? Oui, un transfert sans condition, ce serait la voie rapide. Ça serait la seule voie pour vous. Donc, nous, pour vous, Mme Romanado, vous êtes consciente de ça, que des sommes, on parle du logement, entre autres, ces millions qui ont attendu très longtemps. Là. Oui, parce qu'il y a l'entente avec le Québec. On a signé une entente avec le Québec et puis on voit maintenant les résultats. On a construit plus que 770 unités ici à Longueuil avec le partenariat avec le Québec. Ça a pris du temps, par exemple. Ça a pris du temps. Ça, c'est le côté, c'est plate, mais on travaille dessus. On voit, comme on a mentionné tantôt, il y a aussi l'écosystème autour. Ce n'est pas juste une question de construire les bâtiments. Il faut qu'on trouve les terrains. Il faut que les terrains soient vérifiés qu'il n'y a pas dans les milieux humides, comme par exemple, est-ce qu'on a toutes les infrastructures autour? Est-ce qu'on peut avoir assez d'eau, avec la pression d'eau? Donc, on voit toutes ces choses-là. Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est en collaboration. Je parle toujours avec mes homologues au provincial. Quand on a des discussions, des enjeux, on discute directement avec le gouvernement du Québec. Donc, ça va bien avec les négociations, les conversations entre la province et le fédéral. Et pourquoi vous n'avez pas négocié avec Denis Trudel lorsqu'il a fait sa consultation publique sur les logements ou l'aéroport? Vous êtes là depuis 10 ans, il est là depuis 6 ans, il a fait 2 consultations publiques. C'est quand même du jamais vu et c'est très avant-garde ce qu'il a fait. Et je vous invite à vous questionner là-dessus parce que vous auriez pu, même s'il est d'une autre formation politique, vous auriez pu travailler ensemble. Je travaille très bien en étroite collaboration avec tous les paliers du gouvernement, avec tous les partis politiques. J'ai même passé un projet de loi privé qui a eu à l'unanime dans la Chambre, ainsi au Sénat. Étiez-vous présente dans ces consultations-là? Moi, je n'étais pas présente parce que j'étais à Ottawa à l'époque. Lui aussi, il était à Ottawa. Mais je m'excuse, mais si moi, je fais des consultations publiques, est-ce qu'il est présenté dans les miennes? Non. Mais je travaille avec Denis. Vous travaillez ensemble. Je travaille avec Denis depuis 6 ans. C'est une consultation publique sur l'aéroport et des logements qui affectaient Longueuil, Charlemagne, autant que Longueuil-Saint-Hubert. Vous auriez pu être là. Vous auriez pu vraiment amalgamer vos efforts pour essayer. Je travaille avec Denis chaque jour. Ce que j'entends, je travaille avec Denis chaque jour, moi. Donc, il reste une quinzaine de secondes pour terminer. 15 secondes pour terminer. J'ai rien d'autre à ajouter. Donc, ça fait 10 ans que je travaille avec les députés autour de la Chambre des communes. Voilà. Donc, on s'arrête là-dessus. C'était Sherry Romanado. Un deuxième sujet, tiens donc, on se lance là-dessus. Oui, parlons maintenant des services. Et on commence par Mme Romanado. Exact. Donc, on va parler des services aux aînés. Il y a de plus en plus d'aînés qui, malheureusement, ont de la difficulté à se loger, à se nourrir, à même se sentir en sécurité. Alors, la question que je vous pose, Mme Romanado, c'est comment allez-vous défendre les droits des aînés pour améliorer leurs conditions de vie? Mais merci beaucoup. Premièrement, la première chose qu'on a faite quand on a été élu en 2015, on a ramené l'âge d'admissibilité pour la sécurité de vieillesse. L'ancien gouvernement Harper a monté ça à 67. Nous, on a diminué ça à 65.
Aussi, on a augmenté la sécurité de vieillesse à 10 pour les 75 ans et plus, parce qu'on a vu qu'à 75 ans, on commence à avoir plus de demandes pour les biens, les médicaments, les soins à la maison. Aussi, on a augmenté le revenu garanti et l'exemption de revenus. Donc, si les aînés veulent retourner au travail ou rester sur le marché du travail, ils peuvent continuer à le faire sans perdre des montants pour leur sécurité de vieillesse. Aussi, on a le régime de soins dentaires canadien qui est énorme. Donc, il y a 20 000 personnes à Longueuil qui bénéficient, la plupart des aînés, qui n'ont jamais eu la chance d'aller voir un dentiste. Puis c'était très, très, très populaire. Puis ici, le mois de mai, on va le lancer pour les 18 ans à 64 ans. Voilà, donc Sherry Romanado, députée sortante, députée libérale sortante. On s'adresse maintenant à Béritane Hordet, qui, elle, est la candidate bloquiste. On vous écoute. Donc, au Bloc québécois, on a déjà déposé un projet de loi qui aurait vraisemblablement été adopté. Donc, une hausse de 10 de la pension de vieillesse de 65 à 74 ans qui mettrait fin à la discrimination d'âge qui a été mise en place par le gouvernement libéral et ainsi mettrait également fin aux pénalités pour les retraités qui voudraient aller retourner au travail pour compléter leur pension. Et ce serait un 10 d'augmentation permanente. J'aimerais ça, je veux mettre l'emphase là-dessus. C'est important pour nous d'assurer vraiment que nos aînés vivent dignement. On propose également d'augmenter le seuil permettant aux personnes touchant le supplément de revenu de garantie de travailler, comme j'ai dit, là, sans pénalité. C'est vraiment important pour nous. Et ce serait, dans le fond, 14 milliards sur 5 ans qui viendraient soutenir nos aînés. Et c'est vraiment un engagement permanent. On va redéposer ce projet de loi comme tel. Voilà, donc on vous permet d'échanger là-dessus. Sinon, Benoît, une question pour relancer pour vous. Allez-y, on vous écoute. Donc, j'ai une question, Mme Herté. Vous avez mentionné une augmentation. Avez-vous le montant exact que vous voulez augmenter? Le pourcentage? 10 10 à partir de 65 ans. D'accord. Oui. Et dans le fond, moi, j'aimerais se poser la question à Mme Romanado, pourquoi est-ce que vous avez voté contre la hausse de 10 des pensions de vieillesse et maintenant, votre Parti libéral veut augmenter de 5 seulement pour 1 an? Donc, pour moi, ça, ce n'est pas un engagement durable, c'est seulement un jeu électoral pour aller séduire l'électorat, tandis que vous avez personnellement voté contre le projet de loi, l'augmentation de 10 je trouve qu'il y a vraiment une incohérence là, donc j'aimerais savoir pourquoi vous avez voté contre. Je peux expliquer ça très clairement. Présentement, le montant de revenus pour un aîné, pour recevoir le supplément de revenus pour avoir le sécurité de vieillesse, c'est 90 000. Donc, quelqu'un qui gagne 90 000 reçoive le sécurité de vieillesse, le plein montant. Si quelqu'un gagne 90 000, ils reçoivent le montant. Aussitôt qu'il commence à être plus haut que ça, il y a moins d'argent. Pas beaucoup, mais un peu de moins. Nous, on sait qu'il y a des personnes à Longueuil-Charlemagne qui gagnent rien. Pour eux, le supplément de revenu garanti ainsi que le sécurité de vieillesse est le seul argent qu'ils reçoivent. Moi, je préfère de donner plus d'argent pour ces personnes-là que quelqu'un qui gagne 90 000. Mais c'est là qu'il y a une je vais vous expliquer. Parce que quelqu'un qui gagne 90 000, ils vont bien. Donc, si on donne à tout le monde, il y a des personnes qui n'ont pas en besoin. Ce n'est pas une question d'égalité, c'est une question d'équité. Donc, si on peut cibler les personnes qui ont plus besoin, le plus, que celui qui gagne juste le supplément revenu garanti ainsi que le sécurité vieillesse, c'est là qu'on va faire une réelle différence. Donc, je suis très intéressée par vos suggestions, mais est-ce que c'était plus équitable d'aller voir ces personnes qui n'ont pas des moyens du tout, puis donner l'argent à eux, en place de donner aux argents comme mes beaux-parents qui n'ont pas besoin de cet argent-là. Donc, moi, je préfère qu'on cible l'argent
aux personnes en besoin. Mais là, votre parti ne le cible pas, c'est ça le truc. Vous avez oui, parce que le supplément de revenu garanti... Vous avez décidé d'abolir la TPS sur l'achat d'une maison, peu importe le montant de la maison. Donc, vous venez aider les hyper-riches également. C'est en bas de 1 million. Puis le 5 c'est le supplément de revenu garanti. Le supplément de revenu garanti, c'est pour les personnes qui ont rien on a d'autre. inclus c'est une hausse de 10 le supplément de revenu garanti aussi est Mais inclus. c'est ça que j'ai on mettait fin à la discrimination d'âge. Une pinte de lait à 67 ans, ça coûte pareil qu'une pinte de lait à 78 ans. Et vous avez décidé de voter contre cette hausse. Et là, c'est incohérent parce que l'augmentation de 5... Oui, mais l'augmentation de 5 aussi s'applique à tout le monde. Parce que quelqu'un qui reçoive le supplément de revenu garanti, c'est seulement pour les personnes qui n'ont pas d'autres revenus. Donc, ils n'ont pas des fonds de pension, ils n'ont pas d'autres argent qui rentre. Ils reçoivent seulement le sécurité de vieillesse. Oui, et c'est seulement pour 1 an. Donc, il n'y a pas un engagement à long terme. Vous faites une augmentation de 5 pour 1 an seulement. Ce n'est pas un engagement réel. Ce n'est pas une façon de vraiment aider les personnes. C'est juste pour le temps des élections. Vous leur lancez des petits bonbons, mais sans vraiment vous engager de façon permanente. Au Bloc québécois, on a proposé une augmentation de 10 C'est les libéraux qui ont voté contre. Même les conservateurs ont voté pour. Je veux dire, ça démontre un petit peu à quel point les libéraux ont décidé de ne pas s'engager vis-à-vis de nos aînés. Et là, aujourd'hui, vous voulez une augmentation de 5 mais seulement pour 1 an. Donc, c'est pas permanent, c'est pas un engagement réel. Je vois pas en quoi ça va venir vraiment aider les personnes. Puis le 800 $ que les personnes reçoivent pour les soins dentaires? Bien, est-ce que ça, c'est quelque chose qui... Écoutez, personne n'est contre les soins dentaires. Personne n'est contre les soins dentaires. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas... L'Assemblée nationale du Québec s'était unanimement dit qu'ils veulent un transfert en soins dentaires spécifiquement. Ils voulaient, si je ne me trompe pas, 1,7 milliard. Cet argent n'est jamais venu. À la place, les libéraux et le NPD ont décidé de déposer le projet de loi pour les soins dentaires. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas transféré cet argent qui est une compétence provinciale? Encore une fois, c'est de l'ingérence dans les compétences provinciales. Je vous dis, c'est très intéressant comme projet de loi, mais c'est pas dans les compétences du fédéral. Vous êtes en train d'aller dans les compétences provinciales. Vous parlez des soins dentaires ici. Oui, les soins dentaires. D'ailleurs, Mme Romanado, si ça vous intéresse autant la santé, et j'admire cet intérêt que vous avez, vous devriez aller vous présenter aux élections provinciales, parce que là, mais là, c'est vous qui parlez de tout le temps de l'Assemblée nationale. Si vous êtes intéressé, les élections provinciales vont être l'année prochaine. Je vous parle de ce que... Moi, je suis du Bloc. Je suis ici pour protéger les intérêts du Québec. Et je suis une députée du Québec. Madame, je suis québécoise aussi. J'ai pas dit que vous ne l'étiez pas, mais j'ai dit que je suis de défendre les Québécois. Au Bloc québécois, on protège les intérêts du Québec et on respecte ce qui a été décidé à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi on veut un transfert de fonds. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un transfert de fonds dans les soins dentaires, mais finalement, vous avez à la place décidé de faire un projet de loi? Là est le problème. Il faut faire un transfert. C'est les compétences provinciales. C'est pas du nouveau, là. La santé, c'est une compétence provinciale. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un transfert de fonds? Le Québec. On a signé les Parce que vous ne vouliez pas faire le transfert de fonds. Donc, le Québec a fini par accepter, mais je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on donne des services à la population. On signe les ententes pour les transferts en santé avec tous les provinces et territoires. Et le Québec a signé l'entente avec le fédéral. Oui, parce que vous refusez de faire le transfert nécessaire de fonds. OK. Bien, on s'arrête là-dessus. Donc, Bérithane Herdet, on rappelle, du Bloc québécois, et Sherry Romanado, on le rappelle aussi, du Parti libéral du Canada. On est dans Charlemagne. On s'arrête un petit peu. Benoît Normand, au retour, il y aura des questions sur l'immigration et la francisation. 9h33, on vous rappelle, débat, c'est notre dernier ici sur nos ondes en vue des élections, évidemment, du 28 avril. Il y avait vote par anticipation au cours des derniers jours, on le rappelle aussi. Bref, on reçoit des candidates de Charlemagne, je le répète, certains partis, les conservateurs, de même que du côté du NPD et des Verts et des autres aussi, il n'y a pas eu de réponse ou il y a eu non, nous ne venons pas au débat. Donc, on salue leur présence à toutes deux. Bérithane Herdet du Bloc québécois, de même que Sherry Romanado, députée sortante du Parti libéral du Canada. Une troisième question, si tu le veux bien, un troisième segment, Benoît Normand. On va commencer avec Mme Herdet. Oui, segment sur l'immigration et la francisation. Donc, en 2021, on recensait près de 23 % de la population de Longueuil qui provenait de l'immigration. Madame Herdet, qu'est-ce que le gouvernement fédéral doit faire aujourd'hui pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants au Québec et faciliter la francisation?
Donc, on propose au Bloc le rapatriement des pouvoirs en immigration, bien entendu, et nous voulons également que le fédéral respecte la capacité d'accueil du Québec. Le fédéral doit consulter le Québec avant de cibler ses cibles d'immigration parce que, dans le fond, il y a vraiment une difficulté en francisation, en intégration due à des seuils très, très, très élevés. Bien sûr, ces cibles qui ont été mises en place par Justin Trudeau ne respectent pas la capacité d'accueil du Québec et M. Carney semble reprendre les mêmes cibles. Donc, encore une fois, ça ne respecte pas nos cibles. Et en francisation, on demande, dans le fond, quand même des fonds qui viendraient supporter cette francisation-là. Le fédéral, qui, dans les derniers 5 ans, a investi 200 millions de dollars, excusez-moi, en 2 ans pour protéger l'anglais au Québec. C'est de l'argent qu'on devrait utiliser pour permettre la francisation au Québec, qui est sous-financée. Donc, on demande vraiment ce financement vers la francisation. Voilà, Péritane Hurdet du Bloc québécois. Votre réponse à la question de Benoît Normand, Sherry Romanado du Parti libéral. Merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont immigré ici au Canada puis ont choisi Longueuil-Charlemagne comme un endroit à vivre, sont intégrales de notre communauté. Je veux juste retourner sur le commentaire concernant les montants versés en 2023 avec 2024 avec l'accord Canada-Québec. Le fédéral a versé 720 millions de dollars à Québec pour la francisation. Et concernant les cibles d'immigration, on est en communication avec le premier ministre Legault, avec le gouvernement Legault, pour discuter leurs besoins. Avec l'immigration, il y a 2 formats d'immigration. C'est les immigrations économiques et aussi les réfugiés et les demandeurs d'asile. Il y a deux sortes d'immigration. C'est le Québec qui décide pour les immigrants économiques selon leurs besoins, selon leur emploi Québec, les marchés, les besoins qu'ils ont. Donc, nous, on a ramené le niveau d'immigration en plafond de nombre total des travailleurs temporaires et étudiants étrangers à moins de 5 % de la population et pour les résidents permanents, moins de 1 % de la population. Donc, on est en collaboration avec le Québec pour voir combien ils ont besoin pour le côté économique. Puis, on va communiquer avec eux concernant les demandeurs d'asile, puis tout ça. C'est sûr, on a eu une augmentation importante pendant la pandémie. Et on est au courant qu'il y a aussi des questions des étudiants étrangers qui ont pris cette démarche pour venir au Canada. Bon, on s'arrête là-dessus. Donc, il y a eu un geste trop subtil de Madame et Madame Hurdet, j'aimerais vous entendre là-dessus. Donc, au cœur de cette affaire-là, ce que je comprends, il y a une distinction en ce qui vous concerne au niveau de l'économie. Il y a des immigrants économiques alors que d'autres sont des réfugiés. Et au cœur de vos demandes, je me trompe peut-être aussi, Madame Hurdet, évidemment, il y a ces transferts, mais il y a aussi la francisation qui est au cœur de cette affaire-là. Oui. Donc, j'aimerais vous entendre échanger là-dessus. Bien, dans le fond, pour moi, au Bloc québécois, on comprend les demandes de l'Assemblée nationale du Québec qui demande un rapatriement complet des pouvoirs. Et M. Legault a passé ses 2 mandats à demander ces rapatriements de pouvoirs au gouvernement libéral qui a refusé à chaque fois. Donc, je comprends que vous collaborez, mais c'est pas une vraie collaboration puisque l'Assemblée nationale du Québec demande un rapatriement de tous les pouvoirs de façon unanime. En ce qui concerne les différentes immigrations, effectivement, moi, quand je suis allée au Carrefour Jeunesse de Saint-Hubert, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup de différentes compagnies qui étaient restreints par rapport aux travailleurs saisonniers dû aux limites qui ont été imposées. Donc, ce serait vraiment à Québec de se charger de cette responsabilité parce qu'au Québec, on va mieux savoir comment gérer notre immigration, nos besoins par rapport à l'immigration et également en francisation. On a quand même un filet social différent au Québec et il y a vraiment un poids en ce moment sur ce filet social et
particulièrement en francisation. Moi, je travaille en immigration, là, et j'ai eu beaucoup de clients, dans le fond, qui venaient me voir et qui me disaient je suis en liste d'attente en francisation, il n'y a pas de place. Donc, on manque de ressources. C'est aussi simple que ça. Et donc, on demande une distribution plus équitable des réfugiés pour que le Québec puisse se remettre de tout ce qui se passe en ce moment. Et c'est pourquoi on demande, dans le fond, de diminuer les cibles et d'avoir un rapatriement des pouvoirs, mais également d'avoir plus de ressources en francisation. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je veux ramener sur le tapis quelque chose que je ne comprends pas beaucoup, là. Vous avez voté contre le projet de loi C-13. C'est un projet de loi sur la langue française qui a été déposé par le gouvernement libéral. Vous vous êtes abstenu de voter pour protéger le français, mais également pour... c'était un projet de loi qui disait que la langue officielle commune du Québec était le français. Vous vous êtes abstenu de voter... durant ce projet de loi, vous vous êtes abstenu de prendre position, tandis que 300 députés ont voté en faveur. Donc, je ne comprends pas trop. Et d'ailleurs, vous avez également voté contre la loi sur la citoyenneté, un projet de loi qui a été déposé par le Bloc. Au fédéral, c'est le gouvernement fédéral qui demande un niveau 4 de compétences linguistiques pour avoir la citoyenneté, que ce soit en anglais ou en français. Donc, c'est pas trop de demander que si vous habitez au Québec, si vous habitez au Québec, il faut parler en français. Quand vous demandez la citoyenneté, vous avez voté contre ce projet de loi. Pourquoi? Donc, 2 choses. Premièrement, je suis très fière du programme de francisation du Québec. Ça fonctionne très bien. Puis moi, j'aimerais ça que c'était répété partout au Canada parce que c'est un succès. On voit que c'est un succès. Deuxièmement, la question de rapatriement de l'immigration, tout le côté sécurité, les vérifications de sécurité, toute la question de frontières, c'est une compétence fédérale. Donc, ça va être très difficile de transférer tous ces aspects à une province. Donc, c'est pour ça que je pense pas que ça va fonctionner. Concernant C-13, j'ai obtenu parce qu'il y avait une référence au C-13 de la loi 96 qui utilise préventif le cours non-obstacle. Puis je suis contre l'usage préventif de la clause non-obstacle. C'est pour ça que j'ai abstenu. J'étais en accord avec 99 % de ce projet de loi. Puis j'ai eu les conversations avec mes collègues. Puis j'étais très claire pourquoi je m'ai abstenu. C'est pas parce que j'étais contre la loi. C'est pas parce que j'étais contre la loi C-13. C'est pour ça que j'ai pas voté non. J'ai abstenu pour montrer que je n'étais pas en accord avec la référence. Vous êtes contre la clause non-obstante? Je suis contre l'usage préventif de la clause non-obstant. Ça, c'est la différence. Expliquez-nous un peu, on aimerait comprendre, peut-être les gens à la maison voudraient comprendre. Donc, la loi 96 a utilisé dans la loi, ils ont fait référence à la clause non-obstant pour que il ne peut pas être challengé pour 5 ans. Moi, je suis contre l'usage. Puis j'ai dit la même chose quand Doug Ford a essayé de faire la même chose. Je vais toujours défendre la Charte des lois des libertés et je vais toujours défendre la langue française. Quand Doug Ford a dit qu'il va fermer l'université francophone, j'ai crié haut et fort. C'est pas acceptable. Mes enfants ne vivent pas dans la même province que moi parce qu'ils sont dans les militaires. Ils sont des francophones. On parle français à la maison. Je suis bilingue. Je suis une fière Québécoise. Je suis fière de la langue française. Je suis fière que je suis capable de parler les 2 langues officielles. Je vais toujours les défendre. Puis, comme j'ai mentionné, puis je suis en accord avec Mme Erdé, que la francisation ici au Québec, c'est un bel programme qu'on doit continuer à investir. Puis, j'aimerais ça que les autres provinces et territoires utilisent un programme similaire. Puis, on va, concernant la distribution des demandeurs d'asile dans les autres provinces et territoires, on est en accord. On veut aussi augmenter le nombre des immigrants francophones hors du Québec à 12 % parce que c'est sûr, on veut que la francophonie soit partout au Canada. Pourquoi avez-vous voté contre le projet de loi de la citoyenneté canadienne et de la langue française au Québec? Laquelle? Le projet de loi qui a été déposé pour que les résidents permanents... C-13. Le projet de loi qui demandait que si un résident permanent habite le Québec habituellement, parle le français lorsqu'il passe l'examen. J'ai pas voté contre C-13. Vous avez voté contre. J'ai pas voté contre C-13. Vous avez voté contre.
J'ai Excusez-moi. abstenu. J'ai abstenu Le projet de dans loi le sur projet la de loi. citoyenneté canadienne et la langue française, c'est un projet de loi déposé par le Bloc québécois qui demandait à ce qu'un résident permanent habitant le Québec parle français pour avoir sa citoyenneté. Encore une fois, le fédéral impose un niveau de langue niveau 4 pour avoir la citoyenneté en anglais ou en français. Le Bloc a proposé que ça soit, si c'est au Québec, que cette personne-là parle français et non anglais ou français. Vous avez voté contre ce projet de loi. Plusieurs députés ont voté contre. Pourquoi est-ce que vous avez voté contre? J'ai voté contre parce malgré que c'était la citoyenneté de de vos Canada. électeurs sont francophones. Donc, à Longueuil-Charlemagne, 80 de vos électeurs sont francophones. Pourquoi avez-vous voté contre? Ça aiderait l'intégration, ça, et ça motiverait les immigrants à parler français, sachant que la citoyenneté va se faire en français. Pourquoi est-ce que vous avez voté contre? Rapide réplique, Mme Romanado, on termine là-dessus. Comme j'ai mentionné, je vais toujours défendre les deux langues officielles. Mais vous ne l'avez pas défendu. J'ai toujours défendu la langue, deux langues françaises. Puis j'ai servi la population de langue en souffrance. J'ai pas dit que ça. J'ai dit que je sers les citoyens et citoyennes de Longueuil-Charlemagne dans les deux langues officielles selon leurs besoins. Je suis ici pour servir. Puis j'ai toujours fait ça. Puis la population apprécie. Dès qu'il y a besoin d'un service en anglais, ils reçoivent en anglais. Dès qu'il y a besoin d'un service en français, ils reçoivent. Mais là, on parle de citoyenneté, là. C'est terminé. C'est terminé. Donc, merci. On passe tout de suite à un autre sujet. On parle d'économie, Benoît Normand. On va terminer là-dessus aussi. Oui, parce que c'est un sujet naturellement majeur dans cette campagne électorale, les droits de douane imposés par Donald Trump, qui ont nécessairement des impacts sur les entreprises, les emplois, le pouvoir d'achat des citoyens. Alors, Mme Romanado, je vous pose la question, comment allez-vous aider les citoyens et les entreprises à passer à travers cette crise économique? Merci beaucoup pour la question. Donc, au Canada, nous avons les ressources et le talent d'être la plus forte économie dans le G7. Ici, à Longueuil-Charlemagne, on a plusieurs entreprises. J'étais en communication tout le temps avec le développement économique Longueuil, Julietier, pour voir ce qu'on peut faire, c'est quoi les besoins pour les entrepreneurs pour diversifier leur marché. Ça, c'était un côté pour ne soit pas impacté le plus que possible par les tarifs douaniers. Donc, on est en communication avec. Concernant les personnes qui sont affectées, donc les personnes qui perdent leur emploi, tous les contre-tarifs qu'on met les réciproques, qu'on va mettre tout l'argent, ça va être allé pour ces personnes-là, pour ces industries. On va éliminer le TPS pour, comme j'ai mentionné, les acheteurs d'une première maison en bas de 1 million. On va construire 500 000 logements par an et on va appuyer les fabricants de logements abordables en injection 10 milliards dans le financement. On est là pour protéger. On va jamais être le 50e État des 51e, oui, État des États-Unis. On va bâtir une économie forte, plus résiliente. On va travailler avec les provinces et territoires. Puis, on va éliminer les tarifs interprovinciaux. On a déjà eu l'entente avec les premiers ministres des provinces et territoires pour qu'on est capable de faire le libre-échange entre les provinces et territoires qui va augmenter notre PIB ainsi que notre économie par 200 milliards. Voilà, Sherry Romanado, on le rappelle, est députée sortante libérale de Charlemagne, la candidate bloquiste maintenant. On veut l'entendre là-dessus. Béritane Hurdet, on vous écoute. Oui. Donc, au Bloc, on propose un soutien au maintien en emploi face aux menaces tarifaires. Donc, 22 milliards pour protéger les travailleurs. Et nous voulons également mettre un plafonnement au taux de carte de crédit. Pour les premiers acheteurs de maisons, nous voulons proposer un prêt sans intérêt qui va jusqu'à 20 000 $ ou 4 % de la valeur. Également, permettre aux parents d'utiliser leur REER pour aider leurs enfants à acheter une propriété. Nous voulons abolir la TPS sur les frais afférents comme le notaire, les inspections, les déménageurs. Nous voulons également abolir la TPS sur l'achat d'une maison neuve de 750 000 et moins. Il y a également l'augmentation de 10 % des pensions des 65 à 74 ans. Nous voulons également réduire les frais postaux et de carte de crédit imposés aux commerçants. Donc, on sait que c'est très coûteux. Par rapport à nos priorités locales, bien sûr, l'aérospatiale est très important à Longueuil. C'est de 8 000 à 10 000 emplois environ. Donc, nous voulons injecter de l'argent dans l'aérospatiale qui est très nécessaire. Nous voulons également
proposé au fédéral, un peu comme le Buy American Act, donc un projet de loi qui essaierait de venir vraiment supporter notre économie locale, donc acheter local. Puis nous voudrions également proposer de changer les critères de l'assurance-emploi là, pour venir aider nos travailleurs. Voilà, Béritane Herdé, vous pouvez échanger là-dessus. Sinon, Benoît Normand a une question dans sa besace, peut-être. Mais j'aimerais adresser un truc. Il n'y a pas de tarif interprovincial. Il y a des négociations, des ententes entre les premiers ministres de différentes provinces. Par contre, bien sûr, il y a la langue française qui peut être quelque chose qui accroche beaucoup les autres provinces parce qu'il faut faire de la traduction. Frein, on peut aller jusque-là? Un frein, je dirais, mais c'est bizarre parce que c'est pas un frein en Europe. Donc, la traduction en plein de langues de produits en Europe, c'est jamais une discussion. Même aux États-Unis avec l'espagnol, il y a toujours des traductions. Il y a quand même beaucoup anglais en Europe, là. Oui, mais... Même en France. Oui, mais c'est ça. Il y a la traduction Hélas. des produits en différentes langues. Et même aux États-Unis, on fait en espagnol et en anglais. Donc, je vois pas pourquoi c'est un problème de faire de la traduction en français. Là, ça devrait être bien correct. Je veux dire, si tu reçois ta sécheuse, tu veux comprendre comment la faire fonctionner. C'est un minimum, effectivement. Exactement. Mais j'aimerais ça demander, Mme Romanado, une question. Comment est-ce que la population peut faire confiance au gouvernement libéral qui accourt à la protection? Et c'est bien correct là, de protéger l'industrie de l'automobile en Ontario, mais il faut se rappeler que l'industrie du bois d'œuvre a payé 2 milliards en tarifs aux États-Unis et il n'y a personne au gouvernement fédéral qui a levé sa main pour venir protéger le bois d'œuvre qui en a parlé. Et j'aimerais aussi ajouter que dans l'ACEUM, c'est le Bloc québécois qui a inclus l'aluminium en 2019. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait faire confiance aux libéraux pour venir protéger les intérêts des Québécois quand on sait très bien que c'est souvent la tâche du Bloc québécois? Donc, premièrement, nous avons un quart de le cabinet actuel sont composés des députés et des ministres québécois. Donc, le Québec est autour de la table décisionnelle au cabinet. Deuxièmement, l'acier est dans la plateforme électorale ainsi que l'aérospatiale. On va investir énormément dans la défense nationale suite à les menaces qu'on fait face à Donald Trump. Pas parce que c'est aussi le critère pour le fameux 2 % pour l'OTAN. On va investir énormément. Puis la raison pour, c'est nous sommes géographiquement entre la Russie et les États-Unis. On a déjà signé des ententes avec d'autres pays pour le Nord, mais on a dit très clairement, présentement, 80 % de nos dépenses en défense, on ne parle pas les membres des Forces armées canadiennes, mais les dépenses pour les achats, ça va aux États-Unis. Ça n'a pas de bon sens. On a du talent, on a de la capacité ici au Canada. On a des compagnies avec les drones au Saguenay qui ont des expertises. Donc, on va mettre dans notre politique d'acheter au Canada avec l'acier, avec l'aluminium de Canada dans nos produits. Donc, c'est même les ministres ont eu les directives que maintenant, on va investir massivement, on va mettre la priorité sur les produits canadiens québécois. Qu'en est-il du bois d'œuvre? Il n'y a pas beaucoup de chars d'assaut faits en 2x4, Mme Ça, c'est Romanado. sûr. Ça, c'est sûr. Mais avec le bâtir nos maisons, le fait qu'on va bâtir 500 000 maisons chaque an, on va mettre l'emphase sur le bois d'œuvre. Compétences Donc, municipales et on va provinciales. investir énormément. On va créer les conditions pour avoir les produits du Canada, les travailleurs du Canada, les talents du Canada pour bâtir une économie la plus forte au G7. Je suis très convaincue qu'on a tous ces éléments pour gagner. Puis on doit faire un front commun contre la menace qui est Donald Trump. Le 29 avril, les négociations avec Donald Trump vont commencer.
Absolument. Que- C'est on pourquoi sait a besoin exactement du Bloc qu'est-ce qu'il québécois veut. pour protéger les intérêts du Québec. Parce que dans un compromis, on compromet quelque chose. Et M. Carney ne va pas compromettre le pétrole de l'Ouest, ne va pas compromettre l'automobile de l'Ontario. Il va compromettre quelque chose, puis c'est fort probablement soit des parties de la gestion de l'offre, soit des industries Il a dit très très spécifiques. clairement Et qu'il comment va on le peut pas lui faire faire. confiance? Il a aussi mis de l'argent dans les paradis fiscaux. Nous, au Bloc, on veut s'attaquer aux paradis fiscaux. On veut aller chercher de l'argent là. Mais Avec comment est-ce qu'on les peut faire confiance à un représentant d'un pays qui a mis de l'argent dans les paradis fiscaux? Je vois pas aussi comment est-ce que vous pouvez investir de l'argent quand vous coupez partout. Donc là, l'argent, elle va venir d'où? C'est incohérent. Va venir le 29 avril, comme vous le dites, et les libéraux vont dire, finalement, on va pas pouvoir couper dans les impôts parce qu'il y a pas d'argent, puis il faut qu'on ait de l'argent pour Je faire pense ces quelqu'un investissements-là. avec un doctorat en économie qui a géré la Banque du Canada et la Banque d'Angleterre, qui a géré la crise de 2008. Il sait très clair quoi faire pour notre économie. J'ai beaucoup de confiance. Ça, c'est l'homme de la situation qu'on a besoin. Écoutez, Donald Trump veut que Canada soit le 50e État. Puis ça va pas C'est ce arriver, que va- mais vous aimez instrumentaliser Oui, la peur des gens. non, Vous aimez ça va arriver. instrumentaliser la peur des gens Vous parce comprenez, que vous ça voulez va aller être chercher Pierre des Poilievre votes. ou C'est Mark pas correct Carney de qui va être le dire qu'on premier va ministre du être- Canada C'est le pas correct de 29. dire qu'on va être le 51e. Vous savez très bien que sur papier, c'est pas possible. Mais je suis d'accord. Nous aussi, au Bloc, on veut investir dans notre défense, puis on veut faire la collaboration en tant qu'égaux. Puis c'est ça que le Bloc arrête pas de dire. On veut faire la collaboration en tant qu'égaux. Super. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire confiance à M. Carney à 100 % On sait rien sur lui. Il ne veut même pas montrer ses actifs. C'est bien beau qu'il ait travaillé comme économiste, mais c'est pas tous les économistes qui peuvent être politiciens. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit prendre en note. Là. Donc, ça il y a veut pas de dire que transparence. donc les Monsieur n'est personnes même pas qui n'ont venu pas au de TVA donc au vous face-à-face. Vous êtes en train de dire que les personnes qui n'ont jamais fait la politique ne peuvent pas le faire, la politique? Non, j'ai dit que c'est pas tous les économistes qui peuvent être politiciens. On ne sait rien sur M. Carney. Il ne nous montre pas ses actifs. Il a mis de l'argent dans les paradis fiscaux. On n'entend pas des... Comment ça fonctionne à la Chambre des communes? Dès que vous êtes Là, élu, vous êtes condescendante non, avec non, moi. Là, je vous vais êtes vous condescendante expliquer avec moi. avec vous. Dès qu'on Écoutez, en est... 2015, vous aussi, vous n'aviez pas été encore député. C'est bien correct. Puis moi, je suis Oui, pas en c'est train ça. Mais de ce vous que je veux attaquer dire. personnellement. Je suis en train de Madame, parler du je fait suis que en train de M. vous Carney expliquer quelque chose. n'est pas quelqu'un S'il vous qui plaît, est s'il vous plaît, s'il vous transparent. plaît, on respire un petit peu. Je veux expliquer comment ça Répondez fonctionne. à Mme Erdé, puis on va Parfait. terminer là-dessus. Si vous voulez Comment bien, vous ça pourrez vous fonctionne? exprimer au final. Dans la Chambre des communes, dès qu'on est élu, on a 60 jours de déposer avec le commissaire d'éthique tous nos états financiers, ainsi que nos membres de nos familles. Donc, c'est ça qu'on est obligé. On fait ça, on a 60 jours à faire. Puis pourquoi il l'a Donc, pas fait maintenant? il l'a fait. Mais on ne Il l'a l'a pas vu. Pourquoi on Non, ne l'a pas vu? Parce que comment ça fonctionne, dès qu'on dépose à la commissaire d'éthique, le commissaire d'éthique, il fait de l'analyse et revient pour voir est-ce qu'il manque des choses, est-ce qu'on a des questions ci, ça. Après ça, il dépose ça, il met ça sur le site de la Après le commissaire 28 d'éthique. avril. Mais il Ça va est être élu comme le chef le 9. Donc, il a tout fait selon les règles de la Chambre. Il a même fait ça avant les 60 jours. Mais vous êtes consciente que ça peut servir les autres partis? Je comprends Ils très peuvent bien, très mais bien se poser des il a questions, puis suivi tout. ça peut le desservir aussi. Il a vendu tous ses... Il a dit clairement qu'il a tout fait, puis il a mis ça dans un Oui, un il a blind déménagé trust. certaines Donc, de ses entreprises aux États-Unis. Je veux dire, écoutez, M. Carney, on le connaît pas. C'est ça le problème. Là. On le connaît pas. Et donc, je demande aux électeurs de vraiment faire une réflexion là-dessus lorsqu'arrive le temps de voter. Madame Erdé, vous avez parlé d'instrumentaliser le 51e État, mais est-ce qu'on n'instrumentalise pas aussi les avoirs et puis cette chose-là on parle de paradis fiscaux ici, là, on n'est pas en train de le faire aussi? J'ai des standards pour mes députés, mes premiers ministres. Là, je veux dire, je m'attends à ce qu'il y ait de la transparence à ce niveau-là, puis qu'on soit certain qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. C'est aussi simple que ça. Là, je veux dire, il faut savoir Mais qui est si cette M. personne. Carney a pris la filière qu'il fallait prendre, Mais on le sait pas, on je peut veux le dire. déplorer, c'est tout.
Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé au débat? On l'a confronté avec ça. Il n'a rien dit. Il ne s'est pas expliqué. Pourquoi il ne s'est pas expliqué si c'était vrai, ça? Je veux dire, il aurait pu le dire aux deux débats. Il aurait pu le mentionner. On s'arrête là-dessus. Donc, mot de la fin au final. Donc, on rappelle, on est en débat avec Mme Béritane RD du Bloc québécois et la députée sortante de Longueuil-Charlemagne, Sherry Romanado. Donc, pour les amateurs de nouvelles, là, on déborde un petit peu. Benoît Normand, ton fan club. Oui. Donc, les nouvelles de 10h vont être à 10h05 quelque part par là. Je suis désolé, on est toute l'équipe. Pardon, mais il faut aussi entendre nos candidates dans Charlemagne. Donc, mot de la fin, pourquoi on vote pour vous? Béritane Hurdet du Bloc québécois, on vous écoute. Vous avez quoi, 45 secondes, c'est ça? 1 minute pour finir. 1 minute, voilà. Quand même, on est généreux. Donc, moi, je viens du monde communautaire et j'ai toujours continué de m'impliquer. J'ai travaillé en immigration. Donc, je suis restée proche des gens et je veux que les gens votent en pensant à cela. Et je veux aussi que les gens sachent que le Bloc québécois, on est là pour collaborer. On est là pour travailler en tant qu'égaux, que ce soit avec le reste du Canada, que ce soit avec l'Europe, que ce soit avec le Mexique. On est là pour collaborer en tant qu'égaux et on est là pour défendre les intérêts du Québec, les spécificités culturelles du Québec, la langue française et tout ce qui fait de nous des Québécoises et des Québécois. Et d'ailleurs, je compte inscrire mes efforts dans la même lignée que Denis Trudel. On travaille de façon... on est vraiment en symbiose ensemble. On travaille tous les jours ensemble. On est sur le terrain. Donc, un bloc fort va emmener plus d'opposition à Ottawa et va mieux défendre vos intérêts. Donc, quand vous voulez voter, je vous invite à penser à cela. Et je veux également vous dire que je vais être au Parc Régent ce dimanche à 9h avec Vincent Joly pour ramasser des déchets pour la Journée de la Terre. Donc, je vous invite à me rejoindre à 9h dimanche matin au Parc Régent. Voilà, si c'était 9h ce matin, ça n'aurait pas marché. Il y aurait eu des déceptions. En ce 22 avril, jour de la Terre, on le signale aussi. On termine. Donc, c'était Béritane Hurdet du Bloc québécois. Merci d'avoir participé au débat, Mme Hurdet. On écoute en terminant... Hurdet, pardon. On écoute en terminant Sherry Romanado, députée sortante libérale dans Charlemagne. Servir ma communauté natale était incroyable pour moi. D'être présent, de communiquer avec le monde sur le terrain, d'aider les personnes avec les services, avec les demandes au niveau fédéral. C'est vraiment un honneur pour moi. J'ai établi les liens importants pendant les 10 dernières années. On a besoin d'un gouvernement stable, fait face à l'involatilité de Donald Trump. On sait très clairement que le 29 avril, les négociations avec Donald Trump vont commencer. Et une des deux personnes sera le premier ministre du Canada, Mark Carney ou Pierre Poilievre. Et la course est serrée. C'est aux électeurs de choisir la meilleure personne pour défendre les intérêts du Québec et du Canada, fait face aux menaces de Donald Trump. Je suis prête à continuer de battre pour le Québec, pour le Canada, pour un Canada fort. Merci. Merci, Sherry Romanado, députée de Charlemagne, candidate libérale, députée sortante, et Béritane Hurdet, qui est candidate pour le Bloc québécois. Donc, allez voter le 28 avril prochain. Là. En fait, votre devoir, c'est essentiel, c'est important. Voilà, merci à Martin Duchesneau. Merci également à Henri-Paul Raymond, service des nouvelles du FM 103.3, à toi, Benoît Normand. Donc, merci d'avoir été là. Merci pour cet exercice, ces exercices auxquels on s'est prêté au fil des semaines. Il y a eu des absents et des absentes, mais les présents et les présentes ont été tellement présents et présentes. Je les salue. Merci à vous. Merci à vous trois. Merci. L'intelligence artificielle n'est plus une promesse, c'est une réalité. Elle redéfinit nos façons